Bonjour et merci d'être présent pour cette session sur Jupyter en mode level up. Nous avons 25 minutes devant nous pour parler d'un écosystème grandissant autour des notebooks et plus spécifiquement sur Jupyter. Donc on va commencer avec l'agenda et pour débuter, on vous parlera de l'émergence de l'outil, son histoire, son évolution. Puis on enchaînera sur sa prise en main avant de parler de sa place en entreprise. Puis on enchaînera avec des usages avancés qu'en font les grands du web et plus spécifiquement Netflix. Donc nous ne sommes pas là pour faire une présentation exhaustive de l'écosystème. Au contraire, on va se concentrer sur la présentation de use cases avancés autour de la data. Tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, je suis Alexis Kinsella, CTO chez Publicis Sapient Engineering, et je suis accompagné de Nicolas Lay, data ingénieur également chez Publicis Sapient Engineering. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va réaliser un petit sondage en 4 questions pour voir un petit peu où en est la salle vis-à-vis de Jupyter. Est-ce que vous êtes là pour découvrir ou est-ce que vous êtes des utilisateurs avancés? Donc, qui est-ce qui connaît les notebooks et plus spécifiquement Jupyter? Ok, donc une bonne partie de la salle. Maintenant, qui est-ce qui utilise Jupyter au quotidien dans son entreprise? Ok, et parmi ce public qui a levé la main, qui n'est pas data scientist, mais qui utilise Jupyter pour d'autres cas d'usage? Voilà, donc il n'y a plus beaucoup de monde, voire limite personne. Donc c'est très bien, il y a toute une partie forcément que vous allez découvrir. Pour ceux qui ont levé la main, donc là en l'occurrence personne, l'outil, en fait, on va se focaliser sur comment est-ce qu'on l'utilise pour réaliser des workflows de traitement de données en production. Mais avant de vous présenter ces usages avancés, il convient de revenir aux bases pour bien comprendre le reste de la présentation. Et donc, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que Jupyter? Hop. Donc, s'il fallait donner une définition de ce qu'est un notebook Jupyter, on pourra utiliser celle-ci. Jupyter, c'est une application web open source qui permet de créer et partager des documents qui permettent de présenter du code live, des équations, de la visualisation et du texte narratif, en l'occurrence, en général, du Markdown ou du HTML. Jupyter est donc initialement un outil qui est prévu pour les populations scientifiques. Un mot quand même sur l'architecture. On ne va pas s'y attarder tellement, mais au moins on va essayer de comprendre comment ça fonctionne à haut niveau. Le fonctionnement de Jupyter est assez simple. En fait, on a un Jupyter Server qu'on voit au centre, et ce Jupyter Server, il va interagir avec, d'un côté, un kernel, en l'occurrence un kernel Python ou relatif à un autre langage. Il va charger des fichiers de type notebook, et il interagira justement avec ce kernel, avec les instructions qui sont présentes dans ce notebook. Et d'autre part, il y a l'application web avec laquelle il va interagir. Et l'application web, en fait, c'est ce qu'on peut appeler l'interface utilisateur. Donc entre l'application web, c'est du HTTP, des WebSockets, et entre le kernel et le notebook Jupyter, c'est du 0MQ. Maintenant, d'où vient le nom Jupyter? Le nom du projet Jupyter est une référence aux 3 premiers langages qui historiquement ont été supportés par la plateforme. Donc on a le langage Julia, le langage Python et le langage R, d'où le nom Jupyter. Le nom Jupyter d'ailleurs est apparu, on va dire, assez tardivement et longtemps après la création du projet. Parlons maintenant un petit peu d'histoire. Donc le projet Jupyter, il est apparu en 2001. Plus ou moins, sous la forme d'un module qui permettait d'interagir avec un process Python, en l'occurrence le module IPython, interactif Python. Dans les années qui suivirent la création du projet, celui-ci s'est enrichi et transformé en adoptant une interface web. Et il a pris la forme plus ou moins de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de notebook interactif. En 2014, il a été décidé de séparer justement dans ce projet la base IPython, le module IPython et la partie Jupyter pour favoriser une meilleure gestion des développements et une évolutivité facilitée. En 2019, maintenant, est sortie l'interface 1.0 Jupyter Lab qui est repensée, plus riche et plus modulaire que l'interface historique, qu'on appelle Jupyter classique, et qui représente, Jupyter Lab, l'avenir de l'outil. Maintenant, on va passer à la prise en main. Donc, si vous êtes un utilisateur qui découvre ce que c'est Jupyter et qui a envie de jouer avec, rien de plus simple, il vous suffit d'avoir un ordinateur avec un écosystème Python installé, ce qui est généralement le cas sur un Mac, sur un Linux, peut-être sur un Windows, il y a peut-être un petit peu plus de choses à faire. Néanmoins, il suffit d'avoir à disposition un virtualenv, et encore, ce n'est pas nécessaire, et surtout un package manager qui va permettre d'installer le module Jupyter. Donc, on va taper la commande
pip install Jupyter, et ensuite on pourra lancer un serveur Jupyter en tapant la commande Jupyter espace notebook. Extrêmement simple, straightforward. Toutefois, les Jupyter Notebook sont, le module Jupyter est disponible également via la distribution scientifique Conda. Donc en général, si vous avez Conda, vous avez également Jupyter. Mais vous pouvez également, si vous ne voulez pas vous embêter à installer ça sur votre système, si vous avez des contraintes qui font que vous ne voulez pas l'installer sur votre poste, mais que vous avez Docker à disposition ou que vous êtes un amateur de conteneurs, vous pourrez lancer Jupyter avec différentes flavors grâce à des conteneurs préconfigurés mis à disposition par le projet Jupyter. En l'occurrence, vous avez un conteneur de base qui est configuré pour lancer Jupyter et le kernel Python, donc on va dire une image minimaliste. Vous avez également un conteneur R, donc qui va être dédié aux data scientists qui sont plus orientés sur l'écosystème R et les librairies associées, et vous aurez des images plus spécialisées, par exemple plus tournées data science, machine learning, avec par exemple du TensorFlow, etc. Donc toutes ces images, elles sont disponibles sur GitHub via le projet Jupyter. Maintenant, en admettant que vous ne vouliez pas vous prendre la tête à installer tout ça, comment est-ce que vous pouvez l'essayer extrêmement facilement juste en ouvrant un browser? Eh bien, il y a deux outils très pratiques que sont Colab et Kaggle, deux outils proposés par Google, un qui a été pensé par Google et un qui est présenté par une boîte qui a été rachetée par Google, donc Kaggle en l'occurrence. Colab, il a la particularité de proposer en version managée des notebooks. Il suffit de se rendre sur l'URL et de lancer un premier notebook. La particularité, c'est que les notebooks, ils sont sauvegardés sur Google Drive. Et c'est Google Drive qui prendra en charge le versionning de vos notebooks. Donc en fait, vous n'avez aucune infrastructure à gérer, aucune complexité. Vous pouvez directement commencer à travailler avec. Kaggle, lui, il va avoir une dimension supplémentaire, la dimension communauté. Concrètement, c'est un site web, un produit qui est construit autour d'une communauté et qui vise à partager le savoir autour de la data science, du machine learning, des explorations de données. Et vous avez des challenges qui sont présentés par Kaggle auxquels vous pouvez participer. Vous pouvez vous challenger avec d'autres membres de la communauté. Et il y a un certain nombre de concours qui sont même monétisés si vous êtes parmi les meilleurs. La particularité de ces deux outils, c'est qu'ils proposent également des prises en charge avancées, telles que la prise en charge de GPU. Vous n'aurez pas à payer pour les utiliser, et si vous voulez essayer du TensorFlow, par exemple, avec un GPU, vous pourrez le faire, même si vous ne disposez pas d'une machine pour. Toutefois, si vous avez les finances, ou vous êtes dans une entreprise qui dispose d'un cloud provider, d'une souscription à un cloud provider, vous pouvez trouver des services managés sur chacun des cloud providers principaux que sont AWS, Google Cloud Platform ou encore Azure. Tous, ils vous permettent d'avoir bon nombre d'options configurables et de tirer parti de plus ou moins grosses machines. Maintenant, que se passe-t-il quand on est en entreprise? Eh bien, en entreprise, on va rapidement avoir le besoin d'organiser le travail des populations de data scientists, et en général, chaque data scientist voudra, ou chaque personne qui va avoir besoin de notebook Jupyter, voudra avoir son environnement à lui, son Jupyter, son instance serveur Jupyter Server. Et donc, le projet Jupyter a proposé justement un module supplémentaire, on va appeler ça un projet supplémentaire, qui s'appelle Jupyter Hub et qui propose justement de résoudre ce problème. Tout simplement, on va se rendre sur une interface, à condition qu'elle ait été déployée, sur laquelle on s'authentifiera grâce à un module d'authentification pluggable et qui permettra, une fois authentifié, de lancer une image qui correspond à une des images avec laquelle vous voulez travailler. Une image peut-être Python, une image R, une image TensorFlow, une image je ne sais quoi, et qui se chargera de vous lancer votre Jupyter Server avec la configuration que vous aurez choisie. L'avantage également, c'est que ces instances qui sont lancées, ces Jupyter Server qui sont lancés, sont accompagnés d'un workspace qui va conserver toutes vos données. Donc vous ne serez plus parasité par le travail, c'est péjoratif, mais par le travail du collègue, il n'y aura plus d'interférence. Chacun pourra travailler de façon isolée dans son écosystème sans risquer de se faire modifier son travail par le voisin par inadvertance. Maintenant, en entreprise et dans le monde du développement logiciel, on est souvent confronté au problème de la reproductibilité. On sait très bien que lorsqu'on développe quelque chose, à un moment donné, si on le reprend et qu'on retravaille dessus ou qu'on le réutilise 6 mois après, on va se retrouver devant un problème de reproductibilité. Les librairies vont évoluer, donc peut y avoir des changements de comportement, voire même le notebook peut crasher
parce que les API ont changé au niveau des libs que vous utilisez. Donc très rapidement, il va falloir rentrer dans des pratiques de reproductibilité. Un des préalables, c'est de pouvoir décrire les modules dont on se sert, ainsi que les versions associées à ces modules. Le projet Jupyter propose une solution qui s'appelle Binder Hub, qui repose en partie sur Jupyter Hub et qui se propose de tenter de résoudre cette problématique. Non seulement elle résout cette problématique de reproductibilité, je vais expliquer comment, mais en plus elle permet de repartager facilement son travail des notebooks que vous voulez repartager avec vos collègues, la communauté, à travers les mécaniques de repository Git. Donc typiquement, Binder sera connecté à un repository Git à travers une URL que vous aurez spécifiée. Ça, par exemple, c'est la page de lancement de Binder, donc c'est un outil qui est installable, ou que vous pouvez trouver d'ailleurs déployé sur le web. OVH propose une instance publique sur laquelle vous pouvez lancer des conteneurs Jupyter via Binder. Et donc, le fonctionnement, quel est-il? Vous allez saisir une URL Git, vous allez saisir la branche Git qui vous intéresse, le tag ou le commit. Vous allez saisir éventuellement le notebook pour le lancer directement ou alors pour vous connecter à la racine d'un notebook serveur. Et vous allez cliquer sur Launch. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il y a la deuxième partie de Binder, sur laquelle repose Binder, non pas Jupyter Hub, mais repo to Docker, qui va se charger de pooler votre repo Git, de construire une image Docker Jupyter qui va contenir les fichiers qui listent vos dépendances et les versions associées, qui va installer toutes ces dépendances dans les versions associées et qui va copier vos notebooks qui étaient dans le repo Git. Une fois que l'image est construite, Binder va se charger de lancer l'image sur le runner, en l'occurrence, en général, ça peut être un Kubernetes, et mettre à disposition le Jupyter Server lancé à travers l'ouverture de la page web directement sur le Jupyter Server qui a été lancé. Donc concrètement, si vous avez du travail à partager, vous le mettez sur un repo Git privé ou public, vous envoyez une URL qui permet de construire un Binder, vos collègues auront juste à cliquer dessus et ça lancera Binder, ça construira l'image à partir du repo Git et ça lancera une instance Jupyter qui contiendra tous vos notebooks et vous pourrez commencer à explorer le travail des collègues. Donc c'est très bien parce que vous n'avez pas à comprendre comment installer tout l'environnement dans lequel a été développé le notebook, à condition que le travail ait été bien fait. Vous aurez tout à disposition sans le moindre effort. Maintenant, on va passer à la seconde partie du talk et vous parler de use case avancés et plus spécifiquement de traitement de données. Et on va le faire basé sur le travail de Netflix. Merci Alexis. Je vais reprendre la main justement et je vous propose de nous intéresser du coup aux techniques permettant d'industrialiser ces notebooks. La vraie question va être de comment répondre aux problématiques lorsqu'on parle d'industrialisation. Donc ces problématiques vont être comment est-ce qu'on va faire pour déclencher nos traitements, pour les paramétrer, mais également comment faire pour les historiser et pouvoir les consulter a posteriori. Et justement, Netflix a introduit et a répondu à une bonne partie de tous ces concepts-là à travers une série de blogs sur Medium que je vous conseille vivement d'aller lire si vous êtes intéressé par le sujet, ce qui vous donneront des infos supplémentaires à ce que je vais vous présenter. Dans cette seconde partie, je vais justement vous reprendre et répondre à ces questions-là, mais vous proposer également des outils que vous pourrez utiliser et mettre en place dans votre entreprise dès demain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on se remette d'équerre sur justement quel type de job ou quel type de traitement est-ce qu'on parle. Donc, les traitements qu'on va souhaiter automatiser et industrialiser suite à la conception d'un notebook peuvent être la production d'analyses de données, de reporting, mais également la création de datasets ou bien encore l'entraînement de modèles de machine learning. Et pour chacun de ces traitements, on va se poser la question de comment faire pour les concevoir, les automatiser et également historiser leurs exécutions. Donc pour la première étape, qui justement va être l'étape de conception du notebook, il y a la partie, on va dire, dite la plus classique, qui est justement de passer à travers des interfaces Jupyter ou Jupyter Lab, comme Alexis a pu vous présenter tout au début de cette présentation. Mais il existe également des alternatives, telles que Interact. Interact, c'est un client lourd, mais qui peut également être démarré au-dessus de Jupyter à travers un module Python qui s'appelle Interact on Jupyter. L'intérêt de Interact, c'est que l'interface Interact va proposer des fonctionnalités supplémentaires à Jupyter, telles que par exemple
un Data Explorer qui vous permettra de pouvoir facilement changer la représentation de votre data frame pour pouvoir facilement en exploiter des charts ou autres. Également, Interact va proposer pas mal de fonctionnalités qui vont vous permettre de facilement s'intégrer avec tout l'écosystème que Interact a développé, étant donné qu'Interact n'a pas développé qu'une interface graphique que je vais vous présenter par la suite pour les autres composants. Et également, il existe un petit nouveau sur le marché, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Polynote. Polynote, c'est une interface qui est polyglotte, qui vous permettra du coup de faire du Python et du Scala aujourd'hui. C'est une interface qui est assez jeune, je ne m'étendrai pas plus que ça sur le sujet, n'ayant pas le temps de l'expérimenter. Par contre, je vous conseille vivement de suivre cette initiative parce qu'elle est quand même très prometteuse. Une fois votre notebook conçu, va se poser la question de comment faire pour automatiser son exécution. Et pour ce faire, il va falloir être capable de déclencher ce traitement à une périodicité définie ou suite à la réception d'un événement donné. Pour cette partie-là, on peut utiliser n'importe quel type d'orchestrateur. Dans notre exemple, j'ai proposé MLflow, mais on pourrait utiliser toute autre chose. Là n'est pas le cœur de la présentation, je ne m'étendrai pas plus longtemps que ça sur Airflow. Lors du déclenchement du traitement, le notebook qui doit être exécuté va devoir accepter des paramètres pour pouvoir faire varier son exécution. Et c'est justement pour cette problématique-là, mais également la problématique d'exécution, que Peppermill va rentrer en action. L'objectif de Peppermill est justement d'être capable d'exécuter un notebook, mais également d'injecter des paramètres dans ce notebook lors de son exécution. Un autre avantage de Peppermill, c'est que Peppermill va vous produire un notebook résultant avec l'exécution de toutes vos cellules, ce qui est justement pratique pour pouvoir être capable d'historiser l'exécution de votre traitement. Et donc, en combinant un orchestrateur, par exemple Airflow, et Peppermill, il devient alors possible d'exécuter des jobs paramétrables sur une périodicité ou un événement donné. Et enfin, une dernière étape s'impose, qui est l'historisation des exécutions. Pour cette partie, on pourra faire un combo entre un object storage de type S3. Dans ce cas-là, on pourrait par exemple utiliser Min.io, qui va offrir les possibilités justement de l'API S3, qui aujourd'hui devient un peu le standard autour de l'object storage. Mais également, pour tout ce qui va être visualisation, on va se baser sur une brique qui s'appelle Commuter. Commuter, c'est une brique open source qui fait partie de la famille de Interact et qui permet justement de faire de la visualisation de notebook. Commuter propose également des fonctionnalités avancées si jamais vous souhaitez faire de la discovery. Donc il y a également tout un espace de recherche dans vos notebooks. Également, vous pourriez me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait souhaiter historiser les travaux et historiser ces exécutions? Il y a plusieurs réponses possibles, autant parce que c'est important quand même de conserver toute trace d'exécution, mais également les notebooks vont proposer une interface qui rend facilement accessible tout l'aspect résultat, mais surtout le rendu visuel que les notebooks vont vous proposer. Également, l'intérêt d'historiser vos notebooks qui vont avoir été exécutés va être le fait de pouvoir faire du debug contextuel. L'avantage, c'est que quand votre traitement va planter, votre notebook vous indiquera à quelle cellule est-ce que vous avez eu un problème et vous retrouverez directement cette information. Hop. Donc, 10 000. 10 000, en fait, c'est le nombre de jobs, et 150 000, c'est le nombre d'exécutions quotidiennes que Netflix réalise justement sur ce pattern. L'idée justement de vous exposer ce chiffre, c'est de vous expliquer que cette infrastructure n'est pas non plus sortie d'un chapeau, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qui est quelque chose de périn, qui apporte de nombreux avantages. Je vous laisserai lire tous les blogs que Netflix a pu publier sur le sujet pour vous faire votre avis. Ce que je vous propose maintenant, c'est, je vous ai pas mal présenté du coup cette stack, les différents composants. Je vous propose maintenant de vous faire une démo live de chacun de ces composants pour entrer un peu plus dans le détail de comment les mettre en place, comment les exécuter, les avantages qu'ils pourront vous procurer. Hop. Alors, pour la démonstration, je vais switcher d'écran, ne vous inquiétez pas. Pour la démonstration, on va se baser sur un cas d'usage où en fait, on a récupéré des données depuis Open Data Paris, on a récupéré des données des Vlib, et en fait, on a conçu un notebook
pour justement faire de la data vise sur l'utilisation des Vlib dans Paris. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur cette démo. Donc, la première étape justement de conception, on va passer justement sur un outil qui s'appelle Jupyter Hub, l'outil que Alexis vous a présenté juste avant. Donc, quand on arrive sur cet outil-là, on va d'abord être confronté à une page d'authentification. Donc, je vais m'authentifier avec mon utilisateur, ce qui me permettra d'accéder à mon workspace. Dans le cadre de la démo, toute la phase d'authentification se passe en local. Ce n'est pas connecté à un système extérieur, mais c'est tout à fait possible de connecter Jupyter Hub à un système extérieur. Ensuite, la première page que Jupyter Hub va vous proposer va être la sélection du profil sur lequel vous souhaitez démarrer votre workspace. L'idée de ces profils, ça va vous permettre de mettre à disposition plusieurs environnements de travail, qui peuvent aller des environnements uniquement Python, mais également des environnements déjà connectés à des clusters Spark, ou également à des environnements avec des GPU. Dans notre cas, on va uniquement utiliser le dernier profil, qui est celui qui nous intéresse. Également, notre instance Jupyter Hub est démarrée sur un Kubernetes, et donc chaque démarrage de workspace va démarrer un nouveau conteneur dédié pour la personne travaillant dessus. Donc je vais démarrer mon environnement. On va voir que Jupyter Hub va s'occuper du coup de me démarrer mon conteneur. Et lorsqu'il va me démarrer mon conteneur, il va me rediriger automatiquement vers mon interface. Et j'arrive également directement sur mon workspace. Dans ce workspace, je peux du coup accéder au notebook que j'ai pu réaliser, qui est justement le notebook dont je vous parlais, qui va traiter les données d'usage des Vlib, et nous permettre justement d'afficher les données d'usage des Vlib à travers différentes plots pour justement avoir un rendu un peu plus user-friendly et un peu plus exploitable. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire pour justement être capable d'automatiser son exécution. Je ne vais pas m'attarder sur Airflow, ce n'est pas forcément la partie qui va vous intéresser, mais au moins vous montrer comment faire pour exécuter ce notebook à travers Peppermill. Donc pour ce faire, Peppermill on a besoin en tout cas de définir pour Peppermill une cellule qu'on va considérer comme étant une cellule de paramètres. Pour créer une cellule de type paramètre, il va falloir rajouter un tag au niveau de notre cellule pour préciser que c'est une cellule de type paramètre. Par exemple, tout à l'heure, je vous présentais pour Interact qui a des fonctionnalités spécifiques à l'environnement. Peppermill faisant partie de l'univers Interact, depuis l'interface Interact, vous pouvez directement considérer une cellule comme étant une cellule de paramètres. Vous n'avez pas besoin de créer un tag qui n'est pas forcément quelque chose de standard sur Jupyter. Une fois ce tag rajouté, depuis la ligne de commande, on va pouvoir exécuter directement Peppermill. Quand on va exécuter Peppermill, on va lui préciser quel est le notebook en entrée, quel est le notebook résultant, mais également les différents paramètres qu'on souhaiterait surcharger. Dans mon cas, j'ai surchargé tous les paramètres, mais on pourrait décider d'en surcharger que certains. Je vais déclencher son exécution, et là on va voir que Peppermill va prendre notre notebook et va l'exécuter cellule par cellule. En sortie de l'exécution de Peppermill, je vais alors avoir un notebook résultant dans lequel on va observer que Peppermill justement a rajouté ses paramètres en créant une nouvelle cellule pour justement être capable de surcharger mes paramètres initiaux. Et donc si je consulte ce notebook, je retrouverai l'intégralité de l'exécution de mon notebook. Ensuite, ce notebook, je vais chercher à l'historiser. Pour l'historiser, je vais donc aller le copier directement sur un Minayo. Minayo, du coup, va me servir de repository S3. Donc, si je me connecte maintenant sur Minayo pour aller voir justement ce notebook, donc je vais aller accéder au bucket dans lequel je vais avoir sauvegardé mes différentes exécutions de notebook. Je vais retrouver le dernier notebook que j'ai pu exécuter. Je vais le télécharger et je vais l'afficher. La problématique, c'est qu'on se rend compte, un notebook tel quel, c'est un gros fichier JSON dans lequel on a énormément d'informations, c'est pas exploitable. Et c'est pour ça justement que au-dessus de cette historisation, on va rajouter le dernier composant, qui est commuter, qui va justement nous rajouter une interface plus user-friendly pour pouvoir accéder à ces résultats. Donc ça, c'est l'interface justement de commuter, sur laquelle je vais retrouver les différents notebooks que je vais déjà avoir exécutés. On va retrouver le notebook que j'ai exécuté. Et si je l'affiche, on va avoir cette fois
la possibilité de consulter directement notre notebook. Il ne sera pas éditable ni exécutable, mais il nous permet justement de pouvoir le parcourir et donc avoir le rapport d'exécution de tous ces notebooks. Comme je vous parlais tout à l'heure, l'un des avantages d'historiser ces notebooks, c'est que ça va vous permettre assez facilement d'avoir accès à mon notebook a eu un problème en production, je peux assez facilement retrouver où est-ce que ça va avoir planté. Donc, c'est tout pour la démonstration. Et pour la fin, je vais rendre la main à Alexis. Merci. Hop. Allez, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout simplement, c'est que Jupyter, c'est un écosystème riche qui est largement supporté et qui est capable de s'adresser à tout public, allant de l'utilisateur seul qui souhaite découvrir à des usages avancés en entreprise. Également, les notebooks, il faut penser qu'ils ne servent plus uniquement à faire de l'exploration de données, mais justement qui peuvent servir à beaucoup d'autres usages et font maintenant partie intégrante des pipelines de traitement de données. Voilà, c'est tout pour ce talk. On vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il doit y avoir un micro qui circule. Oui, donc vous avez parlé, on peut récupérer les erreurs en prod. Vous pensez du coup que ça peut valoir la peine maintenant de mettre en prod des notebooks? Je m'avais entendu, t'as entendu? Est-ce que vous pouvez répéter plus fort? Ah, tu m'entends? Oui. Rapidement, vous pensez que du coup maintenant c'est possible de mettre en prod des notebooks? Alors, c'est justement ce que fait Netflix, et il le fait à l'échelle, puisque chaque jour, il a plus de 10 000 jobs et 150 000 exécutions basées justement sur cette mécanique. L'avantage, c'est que lorsqu'on a exécuté un job de traitement de données, que ce soit pour une exploration de données et produire un résultat qu'on peut consulter, que ce soit pour produire une nouvelle donnée ou que ce soit par exemple pour entraîner un modèle de machine learning, si quelque chose n'a pas été, il suffit d'aller consulter le notebook qui a été produit en sortie, et on aura le détail de l'erreur associé au problème rencontré, et on pourra débugger de manière extrêmement facile. Mais donc, il n'y a pas de tests qui sont exécutés? Alors, un notebook, c'est quelque chose qu'on exécute de façon séquentielle, donc effectivement, ça se prépare manuellement. Néanmoins, si on a du code complexe ou du code qui revient de façon récurrente dans les notebooks, il y a également des bonnes pratiques à appliquer en termes de codage. Et pour ça, typiquement, si vous avez du code qui revient souvent, vous pouvez l'extraire dans une lib et effectuer des tests automatisés, tests unitaires par exemple, sur la lib. Toutefois, si vous voulez vous rattacher à des guides de bonnes pratiques, Google, sur GCP, a publié un guide de bonnes pratiques sur la façon de développer des notebooks, on va dire à l'échelle, avec Jupyter. Et donc, vous pouvez consulter différentes bonnes pratiques autour justement de cette approche-là. Également, Netflix propose tout un tas d'informations dans ses articles qui vous expliquent comment est-ce qu'il gère cette complexité au niveau du code et des exécutions et de la maintenance de la qualité. Merci. Une autre question ou pas? Oui, il y a quelqu'un ici. Oui, moi c'est pour creuser encore un peu plus cette idée de la prod. Quand on parle de quoi exactement? C'est-à-dire, parce que si ce qu'on appelle la prod, c'est grosso modo le notebook remplace le dashboard et il s'exécute et les gens regardent les résultats, c'est une chose. Est-ce que les prods que tu évoquais vont jusqu'à je fais tourner un modèle de recommandation et j'envoie un mail à un client, enfin j'engage un client sans aucune vérification? Ça va jusque-là cette prod? Sans aucune vérification, tout dépend. C'est quand on automatise un traitement, c'est pareil, le traitement automatisé, il va jusqu'au bout et à la fin il envoie un mail. Donc est-ce qu'on dit que c'est sans vérification? Oui, éventuellement, si on n'a pas appliqué des bonnes pratiques de codage en testant et validant son notebook, effectivement, on va dire que c'est sans validation. Mais concrètement, dès lors qu'on parle de traitement automatisé, oui, à la fin, ça envoie tout seul un mail. La réponse également qu'on peut apporter, c'est que ce qu'il faut prendre en compte, on ne l'a peut-être pas dit suffisamment dans la conf, c'est que beaucoup d'entreprises se retrouvent à industrialiser du travail des équipes de data science qui ne travaillent pas forcément dans les mêmes langages et qu'il faut recoder. Donc il faut prendre un temps projet avec un investissement en termes humains, une équipe qui industrialise les développements des équipes de data science, mais également de la complexité à gérer ou à retranscrire un code qui n'est pas le code original, et donc on risque de se perdre dans ces
traduction de code dans une version, par exemple, qui va passer de Python ou R à du Scala, par exemple, sur une JVM. Et donc, on risque de produire également des régressions. Et donc, des fois, ou même de façon régulière, les problématiques ne sont pas là où elles pensent. Juste en appliquant les bonnes pratiques, on va largement réduire le time to market, c'est pas un produit, mais d'une analyse ou d'un traitement, versus le fait de devoir le reproduire dans un autre langage avec tous les risques que ça implique. Voilà.